et messieurs, amis de la télévision responsable, merci à vous tous de nous avoir choisis. C'est l'heure de votre émission, l'émission que vous attendiez longtemps, réalité des faits sur la RTIV. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important. Il s'agit bien sûr des actions humanitaires, comment ça se passe, comment y accéder, qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les œuvres bien sûr et qui sont concernés par ces actions humanitaires. Et pour en savoir plus, nous avons mis la main sur notre invité. Il s'agit bien sûr de Monsieur Augustin Gay, le master, à qui nous disons bonjour Monsieur Augustin. Bonjour. Merci encore une fois de plus d'accepter notre invitation. Moi, c'est moi qui Voilà, avec lui, on va parler bien sûr des affaires humanitaires ou actions humanitaires si vous voulez bien. C'est dans cette émission Réalité de faits sur la RTV, émission programmée par Willy Kailou, supervisée par le pasteur Jeff Kassongo. Mais bien avant d'aborder le sujet du jour, Monsieur Augustin, permettez qu'on revienne sur une ou deux questions de la fois passée sur le sujet que nous avions abordé. Il y a deux téléspectateurs de la RTV, John Kazadi à la Kenya et Maman Anika Songo à la Jekamine, puisque nous avons sélectionné des questions par rapport au temps aussi. On ne va pas revenir sur toutes les questions. La première question, vous aviez parlé de votre accès ou encore de la façon dont vous avez commencé les affaires humanitaires, mais John Kazadi veut savoir comment votre invité s'est-il retrouvé dans ces affaires humanitaires de l'ONU, par quelle magie, ou qu'est-ce qu'il a pu faire pour être aussi, ou pour mériter la confiance de travailler dans cet organisme. Ok, merci beaucoup pour la question. J'aimerais d'abord préciser que les organisations humanitaires engagent généralement les personnes qui ont une certaine expérience professionnelle. Je suis entré dans les affaires humanitaires en 2010, donc j'avais déjà à peu près 8 ans d'expérience professionnelle à l'université. Et comment ça s'est passé? Ils ont l'habitude de lancer les appels d'offres, et si vous allez même à l'internet, il y en a plein d'appels d'offres. Et vous, ce qu'il faut faire, il faut être trop attentif, ou soit passer de temps en temps dans la réception des différents bureaux des affaires humanitaires, et vous trouverez des communiqués, sont affichés. J'ai vu les communiqués, j'avais postulé, j'ai passé d'abord les tests écrits, j'étais sélectionné, après j'ai passé l'interview, et quelques temps après, l'interview aussi c'était satisfaisant. Ils ont essayé de se renseigner auprès des personnes ressources. J'avais mis les noms de ces personnes dans mon CV et les réponses étaient favorables. C'est comme ça que j'ai été appelé et j'ai commencé à travailler. Donc ce n'était pas par une magie non plus? Non. Voilà, la deuxième question, je pense que M. John Kazadi à la Kenya est satisfait par rapport à la réponse de M. Augustin Gay. Deuxième question, c'est Maman Anika Songo à la Jekamine. Dans quelle langue M. Augustin, qui est allé réconcilier les Tois et les Bantous, les Pygmées bien sûr, il s'est exprimé pour arriver à se faire comprendre et écouter afin que les Pygmées l'obéissent? Ce qui est vrai, il faut comprendre que les Pygmées, que nous appelons Tois, ils vivent avec la communauté locale en place, c'est-à-dire ils vivent avec les Luba, à nous ils vivent aussi avec les Emba. Donc ce sont des personnes qui connaissent bien les Swahili et qui connaissent bien les Kiluba. Avant qu'on t'engage dans les organisations humanitaires, ils doivent se rassurer que vous connaissez la langue locale. Donc la langue Swahili, c'est une langue que je maîtrise bien, ainsi qu'un peu des Kiluba. Voilà, donc Maman Annie, ça n'a pas été difficile pour M. Augustin de s'exprimer devant le Pygmée ainsi que le Bantou, bien sûr de ce côté-là, parce qu'ils comprennent également les langues qui sont parlées dans le grand Katanga d'une manière générale. Voilà, c'est parce que nous avons essayé de répondre à ces deux questions. Je ne vais pas revenir parce que le temps ne nous permettra pas. Le sujet du jour, affaires humanitaires, M. Augustin Gay, qu'est-ce qu'on peut retenir de cela? Lorsqu'on parle des affaires humanitaires, il faut retenir que c'est tout ce qui consiste à répondre à l'urgence aux besoins des personnes vulnérables. Ce qui consiste à répondre à l'urgence aux besoins des personnes vulnérables. Voilà, donc toutes les personnes qui sont vulnérables, dès qu'il y a des réponses urgentes, ce qui veut dire que c'est déjà dans le cadre des affaires humanitaires. Maintenant, pourquoi une organisation qui doit exister dans l'affaire humanitaire?
Non, non, c'est pas. L'objectif principal, c'est de sauver des vies. Parce que ces personnes, les personnes vulnérables, ils ont perdu leurs moyens d'existence. Et lorsque vous les abandonnez comme ça, leur triste sort, vous pouvez arriver à des cas de mortalité. Là, je prends l'exemple de la santé. Lorsqu'il y a un problème, par exemple, lié au choléra, comprenez vous-même que quelques temps après, il y aura des morts. Dans les domaines de la sécurité alimentaire, lorsque les personnes ont perdu leur poux, ils n'ont pas les moyens de trouver des semences, ainsi de suite, suite peut-être à un déplacement après une guerre ou un conflit intercommunautaire. Voilà. Si vous les abandonnez comme ça, qu'est-ce qu'ils vont manger? Il y aura des problèmes de malnutrition, ce qui peut arriver aux maladies, voire aussi à la mort. Vraiment, c'est très important en tout cas. Augustin Ngué, engagé dans les affaires humanitaires avec une expérience de 8 ans, c'est pas facile. Maintenant, quelles sont les caractéristiques des affaires humanitaires que vous avez, que vous maîtrisez bien entendu, pour permettre également à tout le monde qui vous suit d'en bénéficier quand même? Oui, oui, lorsqu'on intervient, on doit veiller que nos interventions aient une caractéristique d'impartialité, la neutralité, et il faut éviter les nuls. C'est ça les principales caractéristiques qui sont liées. Impartialité, neutralité et éviter la nuisance. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus, être impartial? C'est-à-dire, la réalité, c'est quoi? Lorsque j'englobe toutes ces trois caractéristiques, il faut éviter d'avoir des partis pris. Lorsque vous intervenez, il faut avoir des critères objectifs qui vous permettent de sélectionner les bénéficiaires qui sont à votre disposition. Donc là, on ne va pas dire que comme moi je suis par exemple de tel coin, toutes les actions humanitaires doivent être focalisées vers mon coin, et ainsi de suite. Donc je pense que c'est dans ces sens-là. Donc pour permettre à ce que tout le monde bénéficie. Même si vous êtes par exemple des tribus Luba, et lorsqu'on vous envoie pour intervenir pour la réconciliation entre les deux communautés, il ne faut pas avoir des partis pris vers les Luba, non. Il faut avoir la neutralité, l'impartialité, et puis éviter que vos interventions nuisent même les bénéficiaires qui vont faire l'objet de votre assistance. Vraiment. Alors, qu'en est-il, M. Augustin, des principales entités de l'Organisation des Nations Unies, ONU en abrégé, bien sûr, responsables de ce que nous appelons de la fourniture, de l'assistance humanitaire? Oui, oui, lorsqu'on parle de l'intervention humanitaire, il y a des partenaires qu'on appelle des partenaires de mise en œuvre. Il y a aussi des partenaires d'exécution. Lorsque je parle des partenaires de mise en œuvre, là je vois des agences des Nations Unies. Il y en a beaucoup, il y a entre autres la FAO, il y a l'OMS, il y a l'EPAM, il y a l'UNICEF, il y a les INHCR. Mais par contre, les partenaires d'intervention, là vous avez des ONG qui peuvent être internationales ou soit des ONG nationales, pourquoi pas locales aussi. Ok, et tous ces organismes quand même interviennent dans le bon sens pour permettre d'aider la population à se retrouver. Oui, effectivement, ils interviennent dans plusieurs secteurs. Par exemple, la FAO qui intervient dans les secteurs de l'agriculture et de l'alimentation, les PAM dans les domaines de la distribution des vivres, vous avez l'UNICEF qui s'occupe de la nutrition des enfants, de l'eau, hygiène et assainissement. Il y a aussi les INHCR qui s'occupent des réfugiés principalement. Mais par contre, les ONG internationales, voire même nationales ou locales même, et ces ONG ont des interventions qui peuvent être multisectorielles. Ils peuvent intervenir dans plusieurs domaines. Et maintenant, je pense que c'est comment ces organismes, ces ONG qui travaillent à l'intérieur de la population ont une mission quand même, la mission primordiale, qu'est-ce qu'on peut retenir? Oui, c'est ce que j'avais dit avant, la mission primordiale de toutes ces organisations est de sauver des vies humaines. Mais il faut retenir que ces affaires sont coordonnées par l'organisation qu'on appelle OCHA. OCHA, oui. Souvent les gens entendent parler OCHA, mais OCHA, c'est une organisation qui s'occupe de la coordination des affaires humanitaires. Parce que sinon les interventions seront disparates. Sinon on peut arriver à une situation de gaspillage des ressources. Parce que nous savons que les ressources sont limitées, par contre les besoins sont illimités. Et l'organisation qui fait des évaluations, qui vous dit quels sont les besoins qu'il y a, comment il faut intervenir, voire même auprès des bailleurs des fonds, c'est notre. Vraiment. Sur le site de la Radio France Internationale, RFI, j'ai dit quelque part Augustin Ngué, quelqu'un qui est intervenu bien sûr pour permettre la cohabitation pacifique entre les Tois ou encore les Pygmées et les Bantous grâce à ses compositions musicales et une mission réussie. Voilà pourquoi à un certain moment vous collez l'étiquette de l'humanitaire sans frontières. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des domaines d'intervention de ces organisations? Oui, je viens de le dire tout de suite. Avant de parler des domaines
affaire d'intervention de ces organisations, oui. j'ai préféré d'abord vous dire que lorsque les différents partenaires interviennent, c'est en fonction des besoins des vulnérables d'abord, et puis en fonction des critères fixés par le bailleur de fonds. Il y a plusieurs bailleurs de fonds. Chaque bailleur de fonds a un secteur particulier d'intervention. Maintenant, qu'est-ce que les organisations, les différentes organisations, entre autres, les mises en œuvre, c'est-à-dire les agences des Nations Unies, ou bien les différentes ONG font, ils sont en contact avec les offres, les différentes offres des bailleurs et tout qui sont déjà publiées. Et vous allez vous poser la question si vous répondez aux critères ou bien si ce différent secteur vous intéresse ou bien vous êtes concerné par ces différents secteurs. Et après, vous élaborez des projets, vous allez soumettre ces projets auprès des différents bailleurs et une fois le projet est accepté, c'est à ce moment-là que le bailleur peut décider de vous livrer des fonds. Mais ce ne sont pas des fonds qu'on livre comme ça sans suivi. Il y a des suivis après, il y a tout, comment je peux dire, toute une équipe de suivi qui vous évalue du début jusqu'à la fin même du projet. Si l'évaluation n'est pas satisfaisante, ça signifie que vous ne bénéficierez plus des fonds. Vraiment. Et puisque vous avez parlé de projet, qui effectivement élabore le projet? C'est tout le monde ou bien il y a une catégorie de gens, ou soit ce sont des lettrés, des gens favorisés, ou encore tout le monde peut élaborer un projet qu'il faut proposer aux bailleurs? En fait, ce n'est pas n'importe quel partenaire, ce n'est pas n'importe quelle personne qui élabore le projet. Les projets sont élaborés soit par les agences. Bien sûr, dans les agences, il y a des personnes spécialisées dans l'élaboration des projets, ou soit par les ONG, comme j'avais dit. Mais toutes ces ONG-là, ou bien les agences, ça ne pose pas de problème. Les ONG doivent souvent être reconnues et acceptées par, on appelle ça, ils sont éligibles par OCHA, qui est la coordination des actions humanitaires. C'est à ce moment-là que vous aurez accès et vous pouvez élaborer les projets. C'est par ces canaux. Alors, il faut être bien guidé, orienté, afin que les choses ne soient pas désordonnées, pénalisées. Oui. Il y a tout un canevas qu'il faut suivre. C'est-à-dire on vous donne un canevas. Chaque bailleur a un canevas bien particulier qu'il faut suivre dans l'élaboration des projets. Mais il faut être dans ce système. Donc OCHA avec les différentes agences et les ONG. Oui. Si vous n'êtes pas dans les systèmes, vous n'êtes pas éligible dans ces systèmes-là, vous ne pouvez pas élaborer les projets de vous-même. Et donc je pense que ce système-là tient compte également de l'impartialité dont vous avez fait allusion, et la neutralité, et tous les caractéristiques en fait. Bien sûr, de vos interventions précédentes aussi. On doit se rassurer que vous avez déjà eu à mettre en œuvre des projets et que vous les avez bien fait. Vous avez bien exécuté, c'est à ce moment-là qu'on peut les sélectionner. Monsieur Augustin Ngué, est-ce que c'est profitable aux communautés, ces actions humanitaires? Ça ne peut être que profitable. Pourquoi? Parce que d'abord, en amont, on définit les critères, on définit même les objectifs. Parce que lorsque vous élaborez des projets, il faut définir les contextes, il faut définir les objectifs, il faut définir la méthodologie de la mise en œuvre. Tous ces éléments-là, lorsqu'ils sont respectés, avant de vous donner les fonds, on se rassure que ce projet sera profitable aux bénéficiaires. Ça ne peut être que profitable parce que ça sauve des vies. Est-ce que vous avez des cas concrets que vous-même vous avez vécu en franche vérité pour que nous puissions lier ce que vous dites à ce qui a été déjà fait, par exemple? Oui, la fois passée, je vous avais parlé des réponses d'urgence aux conflits intercommunautaires à Tanganyika. Je vous ai parlé de la situation des news, par exemple. Lorsqu'il y a eu des conflits entre les Toits et les Pygmées, les deux communautés avaient perdu complètement les moyens d'existence. C'est-à-dire sur le plan de l'agriculture, ils n'avaient plus des houes, ils n'avaient plus où ils pouvaient trouver des semences. Nous avons intervenu et grâce à cela, la population a recommencé à mener la vie normalement. Il y a eu aussi des interventions au niveau de la santé, parce que lorsqu'il y a des conflits, il n'y a plus de médicaments. Il n'y a plus d'infirmiers, il n'y a plus de médecins. Alors qu'est-ce que nous avons fait? On a essayé d'amener des médicaments, bien sûr en suivant un canevas ou bien en suivant un protocole bien élaboré. Il y a la formation aussi des personnels médicaux. Oui, en tout cas, je peux vous assurer que les interventions humanitaires contribuent à améliorer la vie de la population. Réalité des faits, c'est ces magazines que vous êtes en train de suivre partout à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, M. Augustin Ngué. Après ce travail abattu bien sûr au niveau de Tanganyika, Nyunzu, partout là-bas, est-ce que les suivis que vous menez vous rassurent que c'est pérennisé et que vous n'avez pas gaspillé vos énergies inutilement? Non, non, ce qui est vrai dans les domaines humanitaires, on parle plus
de la pérennité des actions. Voilà. C'est-à-dire c'est tout un critère dans l'élaboration des projets. On doit se rassurer que votre projet sera pérenne. Il faut mettre au point des mécanismes. Généralement, je vais vous donner un exemple. Il faut travailler plus avec des associations. C'est-à-dire les bénéficiaires doivent être regroupés dans les associations. Alors là, on est rassuré qu'après votre départ, la population va capitaliser ses savoirs et va continuer à aller dans ce sens. Si c'est un projet qui n'est pas caractérisé par la pérennité des activités, je pense que vous n'aurez même pas de financement. Affaires humanitaires ou actions humanitaires, politique, quelle est la place de la politique dans les affaires humanitaires, d'après vous? Oui, ce qui est vrai est qu'en amont, la politique intervient en amont, intervient aussi en aval. Voilà. Lorsqu'on parle en amont, la conception même d'une ONG, c'est-à-dire pour avoir même une ONG, l'installation même de ces différentes agences et tout, ça dépend de la politique du pays. Oui. C'est la politique qui donne l'autorisation, qui donne des exonérations à certaines taxes parce que ce sont des interventions humanitaires. À ce moment-là, la politique intervient dans l'orientation parce que c'est la politique qui dit quelle ONG, quelle organisation peut être où et quand par rapport aux besoins du gouvernement. C'est-à-dire que toutes ces organisations viennent en appui à la politique. Maintenant, lorsque je parle en aval, les interventions là, vous devez être assistés par les autorités locales. C'est-à-dire les autorités, avant même d'intervenir, vous contactez, je parle l'exemple des news, vous contactez l'AT, il doit être là. Il doit rassurer qu'il a vu vos interventions. Parce que lorsque les bailleurs viendront évaluer, il faut qu'ils se rassurent que l'autorité a vu et l'autorité va confirmer que vos interventions aient effectivement un impact. Ok. Monsieur Augustin, je pense que vous êtes satisfait de l'apport, l'apport bien sûr du Conseil de sécurité de l'ONU. Chaque fois, quand il y a un problème, les conseils votent toujours, adoptent, on dirait, certains règlements ou certains textes pourvu que ça puisse accompagner les humanitaires que vous êtes. Dernièrement, on a songé quand même à la libre circulation des humanitaires dans le Nord Kivu parce qu'il y a une épidémie d'Ebola qui bat son record de ce côté-là-bas. Est-ce que vous étiez, vous en tant qu'humanitaire, étiez-vous content de cette façon de voir les choses par les conseils de sécurité? Oui, j'avais dit la fois passée que c'est vraiment une très bonne chose, parce que ça nous facilite le travail. Mais les sérieux problèmes que nous avons souvent et que par certaines, comment je peux dire, certaines parties en conflit ne sont pas au courant même de ces résolutions. Donc il ne suffit pas qu'il y ait seulement des résolutions, il faut qu'il y ait aussi la vulgarisation de ces résolutions. Là, ça pose problème. Mais pour l'État congolais, là, ce n'est même pas un problème parce que lorsque nous accédons à des différents sites, c'est l'État qui nous facilite tout ce travail. Vraiment, nous sommes dans Réalité de fait sur votre télévision, la RTV, avec comme invité Monsieur Augustin Ngué, le master action humanitaire. En résumé, qu'est-ce qu'on peut retenir? Non, ce qu'on peut retenir est que c'est grâce à ces actions-là que les Nord, particulièrement les Nord Katanga, a fait face à des différents conflits intercommunautaires. Nous pouvons dire aussi en conclusion que ce n'est pas avec les actions humanitaires que nous pouvons nous développer. Il faut que les Congolais prennent cela en compte et se disent maintenant il est grand temps que nous puissions nous organiser, mettre des structures stables en place pour qu'il y ait des développements réellement. Ce n'est pas seulement avec les actions humanitaires qu'on va se développer, avec quoi? Bien sûr, avec les actions du gouvernement et avec des structures stables, bien sûr. C'est ça. Voilà, alors le dernier mot, pas pour la vie, mais pour aujourd'hui. Parce que M. Augustin Ngué doit vivre encore, il est important pour la société. Non, ce que je peux dire pour aujourd'hui est que aujourd'hui je vais m'adresser plus aux personnes qui nous suivent. Je souhaiterais à ceux qui continuent à nous suivre, ils voient dans quelle mesure ils peuvent aussi informer à certaines personnes qui ne nous suivent pas pour qu'ils voient comment ils peuvent intervenir. Parce que c'est avec les différentes questions qu'ils posent que nous voyons dans quelle mesure on peut toujours leur apporter de la matière ou se ressourcer ailleurs pour apporter de la matière. Voilà, vraiment ça a été un grand honneur pour nous de recevoir sur ce plateau de Réalité de fait Monsieur Augustin Ngué, le master, chef des travaux à l'université de Lubumbashi, humanitaire, beaucoup de choses au même moment. Je pense que l'émission passe chaque lundi à 16h30.
Vous avez des questions, des suggestions, des propositions à nous faire. Le numéro est affiché au bas de votre écran. Appelez-nous ou envoyez-nous des messages de questions. Ces questions-là seront le bienvenu. Et même vos suggestions et propositions, nous en ferons part à qui de droit pour que, s'il faut l'inviter encore une fois de plus, qu'il vienne vous répondre. N'empêche, il va disponibiliser de son temps et surtout qu'il l'a lui-même dit, disponible chaque lundi au moins pour aider la population à comprendre les réalités de fait. Je crois que c'est ça. Voilà, merci beaucoup. J'espère que maman Nelly est en train de nous écouter, de nous suivre à partir de quelque part. Peut-être une salutation, ça ne fera du mal à personne. Ça, je ne peux pas m'en empêcher. Oui. J'ai profité de l'occasion pour la saluer et j'aimerais préciser que c'est une dame qui a travaillé aussi dans les domaines humanitaires. Ah donc ça c'est un groupe humanitaire? Oui, les humanitaires. Nous avons travaillé avec elle pendant je pense depuis 2010. Aujourd'hui ça fait 8 ans. Elle continue toujours dans les domaines humanitaires. Il en a vraiment de l'expérience. Si un jour vous pouvez l'inviter, il va vous parler un peu plus. D'accord. Voilà, merci beaucoup. On mettra la main un jour sur maman Nelly afin qu'elle nous parle également de l'expérience dans cette action ou dans ces œuvres humanitaires, pourvu que la population découvre aussi d'autres choses que nous n'avons pas pu évoquer ici. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. Merci à Willy Kailo qui nous a programmé. Merci au pasteur Jeff Kasongo qui nous a supervisé. Quant à moi, je vous retrouve le lundi prochain avec le même réel plaisir, avec un autre sujet, pourvu que vous arriviez à comprendre la réalité de fait. Merci à vous tous et à la prochaine. C'est moi.